Les mauvaises nouvelles sont venues du froid, d'une ville tout au nord de l'Europe, un peu en dessous du cercle polaire. Edward Dutton est un anthropologue anglais, un chercheur passionné par l'évolution de l'intelligence. Dutton a eu accès à une base de données très précieuse, celle des armées scandinaves. Depuis plusieurs générations, les jeunes appelés passent des tests du quotient intellectuel, toujours les mêmes. Irremplaçable instrument pour mesurer l'évolution de l'intelligence. Les études sur les appelés dans les pays scandinaves montrent que le quotient intellectuel a augmenté jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, il baisse, année après année. Depuis 20 ans, le QI a baissé de 2 points par décennie en Finlande. Publiée dans la revue Intelligence, l'étude de Dutton frappe par ses conclusions alarmantes. Car cette inversion de la courbe de l'intelligence ne touche pas seulement les pays du nord de l'Europe. Et puis il y a aussi toutes ces études, comme celles réalisées dans les écoles en Estonie ou encore en France, qui montrent exactement la même chose. Donc je ne vois pas comment on pourrait nier tout cela. Une baisse du quotient intellectuel, observée dans plusieurs pays occidentaux, dont la France et l'Allemagne. Pour le chercheur, notre futur se dessine sans détour. Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment. Ça ne va pas s'arrêter. Et on a intérêt à réfléchir à ce que nous allons faire avec ça. Si nous ne faisons rien, la civilisation qui repose sur l'intelligence ira en sens inverse. Et tout laisse penser que c'est déjà en train d'arriver. La question peut paraître provocante, mais la chercheuse a constaté que la baisse du QI n'est pas la seule menace qui plane sur les cerveaux. Un nombre croissant d'enfants souffrent en effet de déficit d'attention, d'hyperactivité ou encore d'autisme. Entre 1990 et 2001, le nombre d'enfants diagnostiqués autistes, comme Dylan, a augmenté de 600% en Californie. Des chiffres difficiles à croire, tant la progression a été forte et rapide, mais cette hausse a été observée aussi dans le reste du pays. On a réalisé des études tous les 2 ans, et les résultats sont passés de 1 sur 250 à 1 sur 150, puis à 1 sur 110, et 2 ans plus tard à 1 sur 90, et puis plus récemment 1 sur 68, ce qui est une augmentation très rapide. Et ça pose vraiment la question, qu'est-ce qui se passe? Un enfant sur 68 diagnostiqué autiste aux USA aujourd'hui. Comment en effet expliquer une telle explosion de nouveaux cas? Se pourrait-il qu'il y ait un lien avec la baisse du QI? Voici de l'iode. C'est un très joli gaz. Mais c'est aussi un élément très important. Sans iode, on ne peut pas fabriquer d'hormones thyroïdiennes. Et sans hormones thyroïdiennes, notre cerveau ne se développe pas correctement. Quand nous consommons de l'iode, à travers du sel iodé ou du poisson par exemple, la thyroïde fixe cet iode pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Ces hormones portent 3 ou 4 atomes d'iode et sont essentielles au développement cérébral du futur bébé. Si votre mère n'avait pas eu assez d'iode lorsqu'elle était enceinte de vous, vous ne seriez pas capable de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et pourtant, depuis la quasi-disparition du crétinisme, l'importance de l'iode semble avoir été oubliée. L'OMS constate des déficits en iode dans une 50aine de pays, en clair sur cette carte. 44% des Européens sont en carence plus ou moins marquée. Que se passe-t-il en cas de carence légère? Y a-t-il un impact sur le développement cérébral? Et cela pourrait-il expliquer la baisse du QI?
troubles de l'attention, hyperactivité. Mais Vermiglio n'est pas au bout de ses surprises. Il constate aussi une différence de plusieurs points de QI entre les enfants des mères les plus carencées en iode et ceux des mères non carencées. Le taux d'iode des mères impacte directement le quotient intellectuel des enfants. De nombreux médecins ne sont pas conscients de ce problème. Et c'est vraiment un message de santé publique qu'il faut faire passer haut et fort. Nous observons actuellement une carence en iode au sein de notre population et les femmes enceintes y sont particulièrement vulnérables. Mais est-ce que la carence d'iode permet à elle seule d'expliquer les troubles du développement cérébral? Car une autre menace, tout aussi invisible, pèse sur les thyroïdes. Dans notre environnement, en effet, un grand nombre de substances chimiques présentent une structure très proche de celle de l'iode. Tellement proche qu'ils sont classés dans la même colonne du tableau périodique des éléments. Là, c'est la table périodique des éléments et voici l'iode. La carence d'iode n'est qu'une partie de l'histoire. Notre environnement est rempli de brome, de chlore, de fluor et nous pensons que notre corps les confond avec les hormones thyroïdiennes. Les molécules chimiques fabriquées à partir de brome, de fluor ou de chlore ont en effet presque la même structure que celle des hormones thyroïdiennes. Elles peuvent donc prendre leur place dans le corps et perturber le fonctionnement hormonal. Ce sont donc les premiers suspects parmi les perturbateurs endocriniens qui pourraient affecter le développement cérébral. Mais où trouve-t-on des perturbateurs endocriniens, ces substances qui interagissent avec le système hormonal? Où se cache le brome, le chlore ou le fluor dans notre environnement proche? Dans quels produits? Dans quels objets? Et avec quels effets sur le cerveau? Dans notre famille de suspects, le premier candidat est un dérivé du chlore, les polychlorobiphényles, plus connus sous le nom de PCB. Ils ont été massivement utilisés dans les transformateurs électriques, les plastiques, les peintures ou les cols. Malgré leur interdiction dans les années 80, ils sont tellement persistants qu'on les retrouve encore partout. Poussière réduite en sédiments, ils remontent la chaîne alimentaire à travers certains poissons ou fruits de mer, certaines viandes, certains produits laitiers et terminent dans nos assiettes. Un chercheur américain, spécialiste de l'action de la thyroïde sur le développement du cerveau, Tom Zeller, ne pensait pas au départ que les PCB puissent avoir une action sur le fonctionnement thyroïdien. Je ne pensais pas que les PCB avaient une structure moléculaire suffisamment proche de celle de l'hormone thyroïdienne pour interférer avec ce système. C'est vraiment la raison pour laquelle on a commencé, car j'étais sceptique. Je ne pensais pas qu'on trouverait quoi que ce soit. Tom Zeller imagine donc une expérience. Il prépare un cocktail de PCB, puis le dépose sur des cookies, un aliment particulièrement apprécié des rats. Dans une salle stérile, il donne ces cookies à des rattes gestantes. Quelques semaines plus tard, les petits rats sont nés, apparemment normaux. Vraiment normaux? En observant les cerveaux des bébés exposés in utero au cocktail, ils constatent des anormalités. La façon dont leur cerveau s'est développé était différente. Ils avaient des cellules nerveuses au mauvais endroit. L'expression de certains gènes importants dans le fonctionnement cérébral était déréglée.
Cela signifie que les PCB peuvent interagir avec le récepteur de l'hormone thyroïdienne et changer le développement du cerveau. De l'expérimentation animale, le chercheur passe aux lignées de cellules humaines, qu'il expose également à un mélange de PCB. Et là encore, il constate que ces substances chimiques agissent comme des hormones thyroïdiennes. Cela signifie donc que toute la population est exposée à un produit chimique qui altère probablement le développement du cerveau de façon subtile et qui provoque des changements comportementaux chez nos enfants. Plusieurs études ont montré une corrélation entre taux de PCB des mères et baisse de plusieurs points de QI chez leurs enfants. Les produits chimiques s'évaporent et tombent dans la poussière. La poussière se pose sur nos mains et donc, quand nous mangeons, nous finissons par les avaler. Les enfants qui traînent dans la poussière et mettent leurs mains à la bouche ont donc des taux qui peuvent être 3 à 5 fois ou même 30 fois supérieurs à ceux de leurs parents. Ce qui est très mauvais, car les jeunes enfants sont les plus vulnérables à ces produits chimiques. Une contamination d'autant plus effrayante que de nouvelles recherches ont montré un lien entre exposition à certains retardateurs de flamme et développement cérébral. On a montré qu'il y avait des corrélations entre les taux de retardateurs de flamme dans le sang des mères et le développement neurologique, ainsi qu'une diminution du QI de l'enfant à l'âge de 7 ans. Dans notre environnement, une troisième classe de suspects s'impose. Ils dérivent, au gré des combinaisons, du fluor, du brome ou du chlore. Ce sont les pesticides. Brenda Ashkenazi, une épidémiologiste américaine, scrute leurs effets depuis plus de 20 ans. Au départ, en tant que neuropsychologue, je voulais surtout savoir si les pesticides avaient des effets secondaires sur le développement neurologique des enfants. On surnomme la Californie le bol de salade de l'Amérique. Une salade pour le moins arrosée. C'est l'État américain qui utilise la plus grande quantité de pesticides. Dans la vallée de Salinas, célèbre pour sa production agricole, l'ensemble de la population est ainsi largement exposée. On savait qu'à haute dose, ces molécules sont neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles affectent le système nerveux. Mais à faible dose, sur la durée, auront-elles un effet sur le développement cérébral du fœtus ? Notre étude a montré que les pesticides organophosphates étaient associés à un risque accru d'autisme si les épandages près des maisons des mères avaient lieu au second et troisième trimestre de la grossesse. Tandis que dans les revues scientifiques, les études s'accumulent, sur le terrain, les enseignants assistent impuissants à une lente dégradation des capacités d'apprentissage. Si vous prenez les mères les plus exposées et les mères les moins exposées, puis vous regardez le QI des enfants, vous constatez une différence de 7 points de QI. C'est environ la moitié d'un écart type, ce qui signifie un déplacement de la courbe de distribution du QI de la population générale. Ça pourrait conduire à une augmentation de 50% d'enfants ayant besoin d'assistance particulière. Nous volons littéralement à notre population son potentiel intellectuel. Non seulement le nombre d'enfants qui ont besoin d'aide augmente de façon significative, mais le nombre d'enfants très doués diminue. Ce type de problème peut passer inaperçu
Parce qu'à 5 ans, tous ces enfants jouent dans la cour de récréation et qu'ils jouent comme des enfants normaux. Donc on peut faire comme si les choses allaient bien. Ce n'est pas le cas. Et ça va juste être de pire en pire. Nous ne savons pas combien de molécules altèrent le cerveau. Il y en a tellement. Et il y a si peu de tests pour répondre à cette question que nous ignorons combien de molécules chimiques peuvent agir sur l'action de l'hormone thyroïdienne. Vous décrivez un cauchemar. Cela m'empêche de dormir la nuit. En effet. On a longtemps cru que le placenta était une barrière protectrice étanche. Ce n'est pas le cas. Nous ne nous sommes jamais vraiment demandé comment les molécules chimiques entrent dans nos corps. Cosmétiques, savon antibactérien, détergent, plastique, revêtements anti-adhésifs, emballage. La liste des suspects ne cesse de s'allonger. Nous baignons dans une véritable soupe chimique. Chaque bébé qui naît aujourd'hui aux États-Unis a plus de 100 molécules chimiques mesurables dans le sang. Je ne sais pas comment nous pouvons penser que ça va aller. Le Conseil américain de l'industrie de la chimie a commenté ce chiffre en prétendant que la présence de ces molécules ne signifie pas forcément qu'elles sont dangereuses. C'est peut-être vrai d'un point de vue philosophique, mais il y a une quantité de molécules identifiées comme mauvaises. Le plomb est mauvais, les PCB aussi, les retardateurs de flamme sont mauvais, et les autres n'ont pas été testés. À quoi pense-t-on? Une alliance entre des scientifiques déterminés, des citoyens informés et des politiques convaincus peut changer le cours des choses. Mais, en attendant une réglementation efficace, les scientifiques conseillent d'éliminer au maximum les bisphénols, perfluorés, phtalates, triclosans, pesticides ou retardateurs de feu qui ont envahi notre quotidien. Et pour réduire leurs effets sur le cerveau, Barbara Demeneks propose une mesure totalement négligée. C'est une idée très simple, facile à mettre en œuvre. Juste s'assurer que les femmes ont suffisamment d'iode pour fabriquer des hormones thyroïdiennes pour elles-mêmes et leur enfant. C'est une mesure très simple et pas chère de santé publique. En Sicile, sous l'impulsion du docteur Vermiglio, une campagne préconisant de consommer du sel iodé et des compléments iodés a permis d'agir sur les déficits mentaux. Et si l'iode, en saturant la thyroïde, se révélait aussi un rempart contre certaines attaques chimiques. S'assurer que les femmes enceintes ont assez d'iode en début de grossesse, c'est déjà un commencement pour limiter les effets des perturbateurs endocriniens. Barbara Demeneks vient de lancer une étude sur des femmes enceintes en Suède. Si son hypothèse se vérifie, la surveillance de l'iode deviendra peut-être un geste individuel essentiel pour pallier l'inertie des pouvoirs publics.